Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Doigt dans le Culte, et aujourd'hui, soyez la peur, soyez la nuit, parce qu'on va parler de Batman, la série animée. Bon, alors bien sûr, on va pas vous faire l'affront de vous rappeler qui est Batman et qu'est-ce que c'est que cette série, on espère en tout cas que vous avez au moins vu un épisode ces 25 dernières années, mais on va quand même vous rappeler que la série a été diffusée aux États-Unis entre 92 et 95, qu'elle compte 85 épisodes de 22 minutes, produite par Warner Television, et que son design, et ça c'est très important, a été établi par Bruce Timm, tandis que les scénarios ont été supervisés par Paul Dini. Alors évidemment, la série nous propose de suivre Bruce Wayne à Gotham City, un Gotham City d'ailleurs qui est très influencé par le Batman de Tim Burton, mais on y reviendra, et qui nous permet de retrouver toute la bande habituelle des héros copains, tous les super méchants, et c'est vrai qu'à l'origine on pourrait se dire que la série n'est qu'une ressucée du film de Tim Burton, et pourtant c'est loin d'être le cas, il y a extrêmement de choses à dire très intéressantes, et pour ça il faut remonter très en arrière, bien avant la production de la série, au début des années 80. Parce qu'effectivement, si on veut vraiment parler de la série animée, on est obligé de parler de ses créateurs, et notamment le dessinateur Bruce Timm. Alors Bruce Timm, maintenant, c'est une légende dans le monde du comics, surtout chez DC, mais il n'a pas toujours travaillé uniquement pour DC Comics, puisqu'il a commencé sa carrière en 83 dans la société d'animation Filmation, sur une série que les plus vieux connaissent et aiment beaucoup, je pense, Les Maîtres de l'Univers. Alors on va vite rappeler ce que c'est les Maîtres de l'Univers pour les plus jeunes. Les Maîtres de l'Univers, ça parle donc du prince Adam d'Eternia qui, en brandissant une épée magique, se transforme en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers, et qui généralement mettait la dose aux armées de Skeletor à chaque épisode. A l'origine, la série n'était là que pour promouvoir une collection de figurines Mattel, adaptée de Conan le Barbare, sauf que le fabricant a perdu la licence d'exploitation, et s'est donc rabattu sur un univers original, parce qu'ils avaient déjà commencé à lancer la production. Et ils ont donc créé les Maîtres de l'Univers, et c'est là-dessus que Bruce Timm a commencé, en composant un certain nombre de décors pour la série, mais surtout en créant les mini-comics qu'on trouvait dans les boîtes de figurines en fait. C'est donc sur la série des Maîtres de l'Univers que Bruce Timm fait la connaissance de Paul Dini, le futur scénariste de la série Batman. Et Paul Dini, c'est un peu un cas à part dans l'industrie parce qu'il a commencé par des études de création littéraire avant de faire totalement autre chose, vu qu'il a étudié la zoologie à Harvard. Et puis un jour, il s'est dit pourquoi je ferais pas des séries télé, des dessins animés, et donc il a commencé à écrire des scénarios des Maîtres de l'Univers en freelance. Et c'est là que George Lucas, Star Wars, le débauche pour écrire de futurs projets d'animation qui ne verront malheureusement jamais le jour. Les chemins de Bruce Timm et de Paul Dini se séparent pendant quelques années, avant de se rejoindre à la fin des années 80 lorsque Paul Dini est engagé chez Warner Bros, où il retrouve donc Bruce Timm qui à l'époque s'occupait des storyboards sur la série Tiny Toons. Et là vous vous dites « Oh mais attends, c'est la fin des années 80, ça veut dire que c'est le moment où sort le Batman de Tim Burton ». Et c'est exactement ça. En 1989, il y a une véritable Batmania qui s'empare du monde entier, on n'a jamais vu ça. Le film de Tim Burton, pour un budget de 35 millions de dollars de l'époque, en rapporte plus de 411 millions dans le monde entier. C'est incroyable, surtout que le film est quand même très sombre, assez violent, et tranche totalement avec la série Fantasy qu'on avait dans les années 60, et qui était quand même la dernière incarnation du personnage en live à l'image. Alors forcément, un succès pareil, ça donne des idées à Warner. Et vu qu'ils travaillent déjà sur la suite du film de Tim Burton, Batman le défi, ils se disent que ça serait plutôt bien de, en même temps, développer une série animée Batman qu'ils pourraient diffuser au moment de la sortie du film, histoire de capitaliser un max. Et ça tombe même très bien, puisqu'avec le succès des Tiny Toons, le département animation de Warner Bros est complètement ressuscité. Batman le défi sort donc sur les écrans américains le 19 juin 1992, avec le succès contrasté qu'on connaît, puisque le film a été considéré comme encore plus sombre, violent, dépressif que le premier, et pas du tout adapté aux enfants, en fait. Mais ça n'arrête pas du tout Warner, qui décide quand même de diffuser le premier épisode de la série animée le 5 septembre de la même année. Alors la ligne directrice du dessin animé est claire et en même temps elle joue à plusieurs niveaux, puisque évidemment le premier objectif de la série c'est de surfer sur le succès et l'identité des films de Tim Burton. Mais l'autre objectif c'est aussi de totalement recréer l'univers de Batman et de trouver sa propre identité. Et c'est pour ça que Warner Bros Animation engage donc Paul Dini et Bruce Timm pour réinventer le personnage. La série durera 3 ans et connaîtra plusieurs suites,
toutes supervisées par Bruce Timm et dont les plus célèbres sont Batman la Relève, la Ligue des Justiciers ou encore Superman l'Ange de Metropolis. Ce qui surprend quand on découvre pour la première fois la série, c'est déjà qu'elle est très belle et qu'elle représente un parti pris esthétique plutôt osé pour l'époque, parce qu'il faut se rappeler que dans les années 80, on avait plein de séries belles, friendly, colorées, vraiment pour les gamins. Alors là, Bruce Timm, il va complètement à l'inverse, en optant pour une esthétique rétro, qu'on retrouve évidemment dans les films de Tim Burton, mais il décide de pousser ça beaucoup plus loin. Il joue donc sur des ombres très profondes, très marquées, il s'inspire clairement de l'expressionnisme allemand des années 20, tout simplement pour donner une dimension mythologique à Batman, qu'on voit vraiment comme une menace. En effet, dans la série animée, Batman fait peur, il se cache dans l'ombre, il surprend, on ne le voit pas arriver, il est silencieux, bref, il est impressionnant, Batman fait peur. L'autre grande influence de la série, et elle est revendiquée par Bruce Timm, c'est le Superman des frères Fleischer. Alors comme ça vous dit rien, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vu sur Arte, c'est le dessin animé Superman sorti dans les années 40. Et quand on met côte à côte Batman et Superman, donc des frères Fleischer, là la ressemblance est évidente, c'est le même cadrage, c'est les mêmes inspirations graphiques, on a le même côté rétro, vintage, on a la même inspiration film noir et art déco. Bref, c'est un hommage assumé au Superman des années 40, mais là où Batman se différencie, c'est dans le traitement de ses histoires qui par contre, elles, correspondent totalement au canon narratif en vigueur à la fin des années 80. Parce que si Batman, au-delà de son aspect esthétique, a marqué tous les esprits, c'est aussi grâce à ses histoires, écrites par Paul Dini, qui sont particulièrement sombres. Bah oui, faut pas oublier qu'à l'origine, la série est quand même pensée pour un public d'enfants. Et là, on se retrouve face à une ambiguïté morale certaine, avec des gentils qui sont pas tout le temps gentils, des méchants qui sont pas vraiment méchants, et des histoires qui des fois finissent pas très bien. On se retrouve donc avec des méchants comme Mr. Freeze par exemple, qui a de très bonnes raisons de devenir ce qu'il est. On a les actions de Batman qui sont des fois remises en question. La série est quand même particulièrement violente, puisqu'on se retrouve avec des flingues, des explosions et surtout des scènes de baston. Évidemment, ça dépasse jamais des canons de censure de l'époque, faut pas déconner, mais quand même, c'est très surprenant. Et cette noirceur, on la retrouve aussi dans la musique de la série. Alors bien sûr, le célèbre thème de Danny Elfman pour les films de Tim Burton est utilisé pour le générique, réorchestré, réarrangé, et ça fait le générique absolument magnifique qu'on connaît tous. Mais la musique de la série en elle-même est composée par Shirley Walker, qui en profite pour en rajouter dans le glauque, en rajouter dans le noir, en rajouter dans le mélancolique. Bref, ça en fait un objet complètement dépressif pour un gamin de 10 ans. Et le choix de Shirley Walker pour la musique est une excellente idée, puisqu'elle y injecte du jazz, du classique, avec une nette préférence pour la musique symphonique, ce qui n'est pas vraiment un hasard quand on connaît un peu sa carrière, puisque Shirley Walker est surtout une chef d'orchestre émérite qui a travaillé avec Angelo Badalamenti, donc le compositeur de David Lynch, Danny Elfman, alors là, Tim Burton, Batman, Spider-Man, enfin vous connaissez, et surtout Elliot Goldenthal qui a entre autres créé la musique de Entretien avec un vampire, ce qui fait qu'au final, on n'est pas du tout surpris par la qualité de la bande originale. Alors bien sûr, la série a connu un succès immense, mais a surtout eu un impact énorme sur l'avenir de DC Comics. En effet, elle a réinventé pas mal de personnages, dont notamment le Joker, qui est interprété en VO par Mark Hamill, donc Luke Skywalker, et qui le rend dans une interprétation absolument géniale, tantôt flippant, tantôt complètement débile, totalement dans la mouvance en fait des comics qui ont suivi la sortie du Dark Knight Returns de Frank Miller en 86, et qui a lancé cet esprit un peu plus sombre dans les comics Batman. Mais la série pousse beaucoup plus loin les interactions entre Batman et certains personnages, et on pense évidemment à Catwoman, dont la relation trouble avec Bruce Wayne constitue le cœur de pas mal d'épisodes. Mais elle permet également d'installer dans le cœur du grand public une galerie de personnages moins connus comme Mr. Freeze, Ra's al Ghul, Poison Ivy ou même plus tard Nightwing. Mais quand on pense à Batman la série animée, on pense tout de suite à Harley Quinn. Créée par Paul Dini et par Bruce Timm pour les besoins de la série, Harley Quinn s'est imposée tout de suite comme une figure emblématique de l'univers de la série. Indissociable du Joker, elle a eu droit à ses propres comics et elle revient quasiment dans toutes les créations ultérieures, que ce soit en animé ou en BD. Il faut quand même se rappeler que c'était très osé en 1990-12 de sortir quelque chose comme ça, parce que la relation entre le Joker et Harley Quinn, c'est clairement une relation de pervers narcissique avec un petit côté sadomaso. Et on le rappelle, on est quand même dans une série pour les enfants. Et puis bien entendu, on ne peut pas parler de Batman la série animée sans évoquer l'excellent film Batman contre le fantôme masqué, sorti en 1993, réalisé par la même équipe, et que beaucoup de gens considèrent comme l'un des joyaux du Batman des années 90. Un film encore plus sombre que la série animée, qui lève le voile sur une partie de la vie de Bruce Wayne qu'on ne connaissait pas avant, introduit un nouveau méchant, le fantôme masqué, et crée une espèce d'histoire romantico-tragique très puissante qu'on vous conseille absolument de regarder si vous ne l'avez jamais vu.
À elle seule, la série a créé ce qu'on a appelé par la suite le DC Animated Universe, qui a permis à Warner et DC de continuer à produire des séries animées sur les super-héros pendant les 25 années qui ont suivi, tout autant que les films DTV qui sortent aux États-Unis et un peu moins en France, à une cadence régulière. Il est d'ailleurs intéressant de noter que même encore aujourd'hui, une grande partie des productions DC Animation repompent complètement l'esthétique visuelle de Bruce Timm. Mais c'est pas les seuls, parce qu'on retrouve aussi des emprunts ailleurs, forcément, et chez Disney en particulier, qui en 1994 produit et diffuse la série Gargoyles. Alors Gargoyles, c'est clairement un concurrent de Batman la série animée, avec ces gargouilles qui deviennent des statues de pierre le jour et qui redeviennent vivantes la nuit. On a ce côté un peu sombre, même si ça reste du Disney, faut pas déconner, mais c'est surtout dans le style visuel qu'on retrouve clairement des emprunts à Batman la série animée. Et sans Batman la série animée, on n'aurait jamais eu la série X-Men Evolution dans les années 2000. Alors évidemment, la première série X-Men des années 90 était sortie avant Batman la série animée, mais Batman la série animée est une grosse inspiration pour la série Evolution des années 2000, notamment dans le traitement des personnages, dans certains scénarios un peu plus sombres que d'habitude, et aussi, encore une fois, dans l'esthétique visuelle qui, si elle est totalement différente en apparence, reprend beaucoup de codes de celle de Bruce Timm. Et si on parle beaucoup de Bruce Timm et de son esthétique dans la série Batman, il ne faut pas non plus oublier Paul Dini, donc le scénariste, qui a eu un impact gigantesque sur la suite de la carrière du Dark Knight dans les comics et même dans les séries, et principalement plus proche de nous dans 2 jeux vidéo, Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, qu'il a écrit, et d'ailleurs dans lequel on retrouve Kevin Conroy, donc la première voix de Batman dans la série animée, et surtout Mark Hamill, le Joker. It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Batman la série animée est une date dans l'histoire de l'animation, mais aussi une date dans l'histoire de la télévision, parce qu'elle a complètement traumatisé à la fois le public et les créateurs, avec ses scénarios plus adultes que d'habitude, son ton vraiment à part, son style visuel inédit et très osé. Elle a fait avancer le monde de la série animée en entier, on a dû se caler sur elle pour avoir le même standard de qualité, et maintenant qu'elle est disponible en Blu-ray dans une qualité absolument incroyable, vous avez plus le choix, faut l'acheter, faut la regarder, faut la revoir, faut la revoir quoi. Bref, Batman la série animée, c'est génial, c'est culte, et c'est bien pour ça qu'on en a parlé. Ce nouveau numéro du Doigt dans le culte est à présent terminé, on espère qu'il vous a plu, en tout cas nous on s'est bien marré à le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à commenter sur les réseaux sociaux, on est très réactifs, de toute façon on vous répondra toujours. N'hésitez pas non plus à nous proposer des sujets, que ce soit des livres, des films ou des séries pour la suite. Les plus populaires et les plus demandés seront évidemment traités. D'ici là, on vous fait de gros bisous.